Donc, bonjour Laurent, bonjour Renaud. Bonjour. Déjà, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et une première question, comment vous allez ce matin ? Bonjour déjà, merci. Merci de votre invitation déjà, ça va très bien ce matin. Un peu matinal pour nous, parce qu'on vient quand même de Marseille. Vous avez pris le train là ce matin ? Non, vous avez pris hier soir, ok. On a triché. Vous avez triché. Donc ça, vous avez fait bon voyage, tout s'est bien passé ? Tout s'est bien passé, toujours très content d'arriver dans ces fabuleux bureaux de Future for Car. Ouais, je pense qu'on peut en reparler parce que justement ici, vous avez pris vos positions, vous avez pris place maintenant ici à Future for Car. On va pouvoir en revenir au cours de l'épisode. Donc voilà, en tout cas, vraiment ravi de pouvoir faire cet épisode avec vous. Et on va commencer de manière assez classique, je pense. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux, chacun un petit peu votre parcours respectif ? Je commence ? Vas-y. Parce que si je commence, ça va être la même chose pour Laurent. Donc on a un parcours assez similaire. Oui, c'est vrai que ça fait un petit bout de temps que vous connaissez. Ça doit faire combien de temps ? 18 ans maintenant ? Un peu plus encore ? 30, je sais plus, 93. Depuis 93. Depuis 93, ok. C'est pas grave, on va quand même prendre le parcours, au moins ce qui s'est passé juste avant peut-être. Donc on s'est tout simplement rencontrés sur les bancs de l'école. On a fait la même école d'ingénieur en région parisienne. On a été même colocataires. Et donc voilà, donc on a commencé notre aventure dès le plus jeune âge. Et ça a continué à la sortie de l'école puisqu'on a créé notre première société ensemble. Déjà dans le monde de la santé, ensemble, en 96. Et cette société... Avoir un petit parcours d'abord dans le conseil. On avait fait 1 an tous les deux dans le conseil. D'accord. En région parisienne. Ok. Et suite à ça, on a décidé de plutôt partir à l'aventure tous les deux. Donc c'est-à-dire que vous avez commencé à parler entrepreneuriat dès votre colocation. Quand vous étiez en colocation, tous les soirs, vous étiez en train de brainstormer sur les futures boîtes que vous allez pouvoir créer. Ça s'est déclenché peut-être un petit peu plus tard, mais oui, dès notre sortie d'école, dès le premier boulot, on a senti ce vent entrepreneurial nous saisir et se dire ça serait bien qu'on ait cette aventure-là, qu'on vit cette aventure-là. Okay. Et justement, dans le cadre des missions de conseil qu'on avait pu faire pendant cette année de conseil, Renaud avait eu l'occasion de travailler sur des missions pour la CNAM, et notamment le projet Sésame Vital. Et là, ça va vite, quand on met des fichiers Excel en face et qu'on n'a pas trop d'expérience, on dit qu'on peut devenir très riche très vite. Okay. Et on y a cru. Il s'est avéré que la première expérience était plus difficile que prévu, mais très très instructive. Voilà. C'était un logiciel qui était destiné aux médecins, donc aux professionnels de santé à l'époque, donc il faut replacer ça dans le contexte. Okay. Il y a 25 ans, le monde de la santé n'était pas complètement digitalisé, et donc ça a été un peu plus difficile que ce que ça l'est maintenant. Déjà que ce n'est pas encore totalement le cas aujourd'hui, donc ça devait être encore moins le cas à l'époque. On va pouvoir revenir justement sur cette première boîte. Juste pour bien comprendre, vous avez travaillé combien de temps dans juste le monde purement pro avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat ? Zéro directement, vous avez directement attaqué. Ok, ça c'est incroyable. Et donc, justement, est-ce que vous aviez tous les deux un peu cette graine de l'entrepreneuriat depuis l'enfance ? Est-ce que c'était quelque chose qui vous trottait dans la tête ou est-ce que finalement c'est le parcours qui vous emmenait à entreprendre comme ça ? Bon, je dirais que comme moi, la graine, c'est aussi parce que je pense qu'on entreprend parce qu'on veut être maître de son destin. Ouais. Voilà. Donc on dit qu'on veut pouvoir décider ce qu'on va faire dans la journée, on veut pouvoir décider ce qu'on va faire le mois prochain et l'année d'après. Et ça, c'est vraiment, je pense, la première des raisons. Voilà. Après, je pense qu'on a toujours eu, et notamment, alors c'est peut-être un peu banal, mais lorsqu'on était en école, on était aussi au BDE, patron du BDE. On a donc toujours eu cette envie d'entraîner les gens et d'amener les gens à faire plein de choses tous ensemble. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui nous caractérise. Voilà. C'est pas forcément l'idée des millions, c'est l'idée de l'aventure et d'aller chercher des objectifs en équipe. Voilà. C'est intéressant que tu dises ça parce que sur le podcast, j'ai tendance, quand je discute avec des entrepreneurs, je discute avec beaucoup d'entrepreneurs et ils ont tous un petit peu le même profil. En effet, c'est comme tu dis, ils ont tous plus ou moins eu une association avant, ils ont fait un peu de bénévolat et en fait, c'était déjà une première forme d'entrepreneuriat.
Donc peut-être une question, qu'est-ce que vous avez pu apprendre pendant ces années BDE que vous avez pu répliquer dans votre première boîte? Bon, même si évidemment c'est pas totalement la même chose, hormis faire la fête évidemment. Ouais, voilà. C'est le seul point commun. C'est le seul point commun. Non, mais ça nous a justement appris à découvrir qu'on peut gérer des choses par soi-même et que finalement c'est pas si insurmontable que ça. Alors oui, on aurait pu être à la sortie d'une école d'ingénieur, salarié dans un grand groupe et travailler chez BNP je dis BNP par hasard, hein, mais, ou ailleurs à la Défense. Voilà, on a pris le contre-pied. On s'est dit, voilà, on veut faire cette aventure et c'est aussi une aventure, je voulais souligner quand même, c'est quand même avant tout pour moi, en tout cas une aventure humaine. Et donc justement avoir des gens, des équipes avec qui on essaie de pousser, tirer dans le même sens et d'avoir le même objectif, c'est assez grisant. C'est vrai que le côté aventure humaine, on sait que c'est un terme qui est un petit peu galvaudé, mais il est vrai quand on le vit de l'intérieur. C'est que tu entraînes des gens, tu arrives à entraîner des personnes avec toi qui te suivent dans ton idée, donc ça c'est assez incroyable. Il y a une question que j'aime bien poser aussi avec les personnes avec qui j'échange, c'est est-ce que la première fois que vous avez entrepris, d'ailleurs c'était quoi le nom de la première boîte que vous avez lancée déjà? Diagnostic. Diagnostic, ok. En effet, c'est vraiment diagnostic, c'est très clair. Est-ce que vous avez eu peur? Est-ce que le jour où vous avez posé les statuts, vous êtes lancé, vous avez eu peur ou ça s'est fait naturellement? Est-ce que vous aviez une appréhension particulière peut-être? Je dirais que c'est le meilleur moment pour lancer une boîte, c'est presque en sortant de l'école, parce qu'on a zéro contrainte, on a zéro engagement, on n'a pas acheté de maison, pas d'enfants. Voilà, donc on est encore sur un rythme étudiant et non, peur, pas du tout, quoi. D'accord. On avait l'impression que c'était un deuxième BDE. Hein. D'accord, ouais, complètement. Non, mais c'est hyper intéressant. Et ça vous a duré combien de temps cette expérience? 4 ans 4-5 ans 4 ans. Ouais, tout. Ça s'est créé en 96, on l'a cédé en 2000. D'accord, donc vous avez fait le parcours complet. Et comment vous vous projetiez justement dans l'entrepreneuriat? Comment vous anticipiez cette aventure, cette première aventure? C'est une très grosse question. C'est ça. Dans le sens où, voilà, est-ce que vous anticipiez les freins? Est-ce que vous anticipiez les réussites? Ou est-ce que vous y allez vraiment avec un esprit complètement candide? On est ouvert, on voit ce qui se passe. Ou est-ce qu'il y avait ce côté un peu rêve, comme tu disais tout à l'heure, de faire des millions? Je pense que la première expérience, on l'a vécu de façon très naïve. D'accord. En fait, on avait un but, c'était faire un logiciel, vendre notre logiciel et faire en sorte que les clients qui étaient des médecins soient contents. D'accord. Après, les aspects, c'est vrai qu'on n'avait pas en tête tous les aspects levée de fonds, parce qu'à l'époque, on ne levait pas les fonds comme on les lève maintenant. Donc c'était effectivement faire en sorte que le bateau flotte. Et ça nous a servi tout au long de notre parcours, parce que c'est toujours aussi notre façon de voir les choses. Voilà. D'accord, très clair. Pour continuer à creuser un petit peu sur qui vous êtes et justement pour comprendre un petit peu votre parcours, est-ce que vous pouvez me dire ce qui vous passionne dans la vie, autre que l'entrepreneuriat? Parce que visiblement, on voit que c'est quand même une grosse partie de votre vie. Après, en termes de passion, pour moi, c'est partager des choses avec des gens, que ce soit avec la famille, avec des amis, et quels que soient les projets, que ce soit des sports, du voyage, voilà. Aujourd'hui, on est un peu, pour ma part, un petit peu touche à tout. J'ai pas une passion particulière, même si j'adore la montagne et j'essaie de passer le maximum de temps là-bas. Mais voilà, encore une fois, c'est partager des choses avec des gens et je pense qu'on le vit au quotidien et dans notre boulot et d'un point de vue perso, en tout cas pour moi. Ok. Ouais, moi je te rejoins sur ce point de partage. Ouais. Je suis plus mer, moi, on va dire. Voilà, tout ce qui touche à la mer me passionne réellement. Et voilà, que ce soit des sujets sur la mer, sous la mer, à côté de la mer, tout ce qui touche à la mer. Tu fais un peu de bateau peut-être? Tout à fait. Ouais. Ok, trop bien. En plus, du coup, dans le sud, forcément, il fait un peu plus beau qu'en Bretagne peut-être, donc ça doit être encore un peu mieux, un peu plus agréable. Et c'est pas la vraie mer, il paraît. C'est pas la vraie mer, oui, c'est ce que tout le monde dit. Mais oui, ça bouge pas, il n'y a pas de marée, il n'y a pas de vagues. Ça, c'est pas vrai. C'est pas ennuyant? Non, ça, pas du tout. C'est pas du tout vrai. Ok. Une autre question un petit peu plus introspection, elle va sûrement vous paraître un peu surprenante, mais je la trouve aussi intéressante. Comment vos amis vous décriraient? C'est une très grosse question. Comment tu me décrirais, toi? Oui, finalement. Non, c'est vrai que, oui, mais pourquoi j'ai pas pensé à la poser comme ça? En effet,
Comment vous décririez réciproquement? Ça s'appelle une passe en arrière, ça. Hein. C'est belle passe, Ouais. belle passe en arrière. Très belle passe en arrière. Non, encore une fois, c'est l'entrepreneuriat nous a aidé aussi à ça. C'est tout simplement quand on se connaît depuis 30 ans. Maintenant, voilà, on n'a même plus besoin. C'est un peu comme un couple. On n'a même plus besoin de se parler pour savoir ce que pense l'autre. Et puis, il y a une totale confiance. Et ça, c'est le plus important. C'est le plus important. Donc oui, c'est... Moi, alors comment je décrirais l'animal à côté, je pense qu'il est assez... ce que j'aime bien d'ailleurs, c'est son côté résilient. Ok. Voilà, donc ça c'est une vraie qualité. Et bon, après, je dirais qu'il est à peu près de ses sous, mais c'est bien. Du coup, il y a l'équilibre. C'est-à-dire que tu es un peu plus dépensier. Je suis un peu plus dépensier. Ouais. Ok, donc du coup, c'est intéressant. Un peu plus créatif aussi, un peu plus dépensier. De toute façon, on le voit souvent un petit peu dans les couples entrepreneurs. Je pense que c'est pas un faux mot de dire couple. C'est qu'il y a un équilibre. Et souvent, quand ça fonctionne, il y a un équilibre qui est très bien contrebalancé. Est-ce que vous aviez des modèles d'entrepreneurs quand vous êtes lancé à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de rôle modèle, on parle beaucoup de Elon Musk, Zuckerberg, etc. Est-ce qu'à l'époque, vous aviez des rôles modèles comme ça? Oui, alors en fait, en tout cas, encore une fois, je parle pour ma part, toujours été drivé par un mentor, que ce soit un patron d'entreprise ou une personne qu'on connaît dans notre entourage, qui nous sert de modèle, qui nous sert d'exemple. On a beaucoup travaillé au lancement d'Enovacom au tout début avec des sociétés qui travaillent dans le secteur on va dire de la traçabilité des produits sanguins labiles, puisqu'on a commencé Enovacom comme ça avec les établissements français du sang, et on avait pas mal échangé avec un patron d'une société qui s'appelle Pluinlog maintenant, et qui était un petit peu la boîte qu'on suivait, qu'on avait un peu en ligne de mire. Okay. Et quand on a démarré à Marseille dans une pépinière d'entreprise, on a démarré ensemble aussi avec d'autres entreprises. Et d'ailleurs, ce qui est assez remarquable, je trouve, c'est qu'on se suit et on continue à se voir et on continue à échanger sur différents sujets. Donc voilà. C'est vrai que c'est assez rare, hein, parce que souvent, surtout aujourd'hui, il y a un turnover quand même dans le monde de l'entrepreneuriat qui est peut-être encore plus rapide qu'avant. C'est peut-être plus facile d'entreprendre aujourd'hui, mais il y a quand même un turnover plus important. Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous constatez peut-être Oui, là c'est vu qu'il y a beaucoup d'argent sur la place, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aussi opportunistes, il faut le dire. Okay. Et que ça devient un métier aussi que de lever de l'argent. Et je pense que ça crée un petit peu de bruit et de confusion autour de ça. Voilà. Après, il y a beaucoup d'entrepreneurs très talentueux et notamment très jeunes qu'on voit donc arriver avec des startups et des licornes qui se montent et qui ont des projets incroyables. J'en ai quelques-uns en tête, on pourra peut-être en parler, mais voilà, c'est assez incroyable parce que c'est des entrepreneurs qui ont même pas 30 ans et ça, c'est assez fabuleux. Après, en termes de mentors, je pense que les mentors qu'on avait il y a 20 ans ne sont pas les mêmes que ceux qu'on peut avoir maintenant. Il y a 20 ans, nous, c'était le boom de Microsoft. Donc, c'est vrai que quand on a lancé la boîte, qui était un éditeur de logiciels, le modèle, c'était Microsoft. Eh ben oui, il n'y avait que sur le... Voilà. Est-ce que c'est toujours notre modèle? Peut-être pas. Voilà. On va pouvoir en discuter. Je viens de me noter la question, de poser la question des licornes et des typologies d'entreprises après. Mais c'est vrai que c'était une bonne question. Enfin, je la trouvais intéressante. Et avec tout ça, on va glisser tranquillement vers Enovacom. Donc, vous avez fait cette première boîte diagnostic. Qu'est-ce qui vous a donné envie de repartir directement à l'assaut? Parce que vous avez cédé en 2000, du coup, donc vous avez fait le parcours complet. Donc, ça, c'est quand même très, très rare déjà dans le monde entrepreneurial. Et est-ce que, vous vous êtes dit, c'est tellement génial, on veut réattaquer. Est-ce qu'il y a comment s'est passée en fait la phase de transition tous les deux? Je pense qu'on est un peu resté sur notre fin quand même. D'accord. C'est-à-dire quand on a cédé, on a cédé aussi parce que je pense qu'on avait senti qu'on ne pouvait pas non plus, nous, compte tenu de nos moyens, compte tenu de notre expérience, aller beaucoup plus loin. On a cédé. Ensuite, on a travaillé quelques temps dans l'entreprise qui nous a rachetés. D'accord. Et après, on s'est dit qu'on voulait peut-être aller plus dans le monde monde hospitalier parce qu'on s'était rendu compte que le secteur libéral finalement est un secteur très difficile, ou en tout cas à l'époque était très très difficile, et qu'il fallait aller chercher les clients les uns après les autres, un petit peu percher la ligne en fait. Finalement, on n'arrivait pas à mettre en place
ce modèle de la pêche au filet, D'accord. comme a pu le faire par exemple un Doctolib récemment. Ok. Et le monde hospitalier était plus proche du B2B. On s'est rendu compte qu'il y avait des moyens et un manque, un retard assez phénoménal sur le sujet des échanges de données, D'accord. de la data. Et on a souhaité se lancer là-dedans. Voilà. D'accord. Ça s'est fait comme ça. Hein. C'est parce qu'on en était un peu resté sur notre faim et parce que aussi probablement que l'entreprise dans laquelle on était n'avait pas les ambitions Que vous avez maintenant. Ouais. qu'on avait maintenant. Et puis c'était donc ça en effet, c'est ce que disait Laurent. Et puis c'était la période où les hôpitaux ne fonctionnaient que sur un dossier administratif pour le bureau des entrées. Et c'était les grands démarrages des dossiers patients informatisés. Donc le ministère de la Santé souhaitait que les hôpitaux s'équipent de dossiers patients. Et et c'est là qu'on s'est dit, il y a déjà des échanges dans le monde hospitalier en B2B. Si en plus il y a un dossier patient avec tout un tas de données, ça va démultiplier les échanges et donc là on a un vrai rôle à jouer. En fait c'est intéressant parce que votre première boîte finalement elle vous a servi un petit peu à cerner le marché. Et ça je l'ai vu avec d'autres entrepreneurs, avec Lucien Blondel de Quantum Surgical, quand ils ont vendu MedTech et ils sont allés sur une application qui n'était pas développée par MedTech. En fait ils avaient identifié une opportunité de marché. Donc, du coup c'est intéressant, ça permet de se lancer encore plus facilement, quoi. Tout à fait. Okay. Oui, puis je pense qu'il faut aussi être conscient suivant le marché qu'on lance, il y a des moyens aussi à avoir en face. D'accord. C'est-à-dire que le marché du pro, c'est un marché qui demande beaucoup de cash. Oui. Le marché du B2B, on peut y aller de façon plus modeste, en y allant peut-être en autofinancement, D'accord. ce qu'on a fait d'ailleurs. Et donc c'est ça aussi qui nous a permis de nous relancer. Ouais. D'accord. Donc on peut tout à fait définir une offre et vendre un produit sans des investissements trop importants sur le B2B. D'accord. En y allant petit à petit, en écoutant le client, en travaillant sur des projets pilotes. Alors que sur le pro ou sur le B2C, oui, il faut tout de suite un produit fini et avoir la grosse cavalerie. Oui, c'est clair. Je vais bientôt vous emmener à pitcher Enovacom, présenter Enovacom. Mais avant ça, j'ai une grosse question, ce qui va permettre aussi aux auditeurs de mieux se représenter peut-être ce que vous faites. Comment vous définiriez l'interopérabilité ? C'est une très très grosse question encore. Il n'y a que des grosses questions aujourd'hui. Alors, vas-y. Non, c'est qui le meilleur qui Non, mais c'est assez simple. Okay. L'interopérabilité, c'est la capacité que peuvent avoir deux systèmes, quel que soit le système, à pouvoir communiquer entre eux et se comprendre. D'accord. Voilà. Ça peut être des applications, ça peut être des systèmes, des appareils, machines. Des machines. Ça. Mais c'est la capacité à ce que ces deux systèmes se comprennent. D'accord. Et puissent travailler ensemble. Est-ce que tu as un exemple ? Parce que vu qu'on est sur un podcast, les gens ils nous entendent principalement en audio, même si on a les caméras, pour qu'ils se représentent, pour qu'ils se visualisent un petit peu ce que ça peut être. Est-ce que tu as un exemple de solution interopérable, de deux systèmes qui fonctionnent ensemble ? On peut donner un cas d'usage. Oui, complètement. Tu rentres dans l'hôpital pour une petite opération bénigne. Tu vas au bureau des entrées, tu donnes ta carte vitale, donc tu as ta première fiche. Okay. Quand tu montes au 4e étage, il faut absolument que dans l'application du médecin qui te reçoit, toutes ces informations soient présentes et soient au bon endroit. Ben voilà. D'accord. L'interopérabilité, c'est intervenu entre le rez-de-chaussée et le 4e étage. D'accord. Ça a permis que les deux applications puissent partager des données et puissent les comprendre. D'accord, ok, très très clair. Donc là, on arrive au moment crucial, c'est un peu le centre du podcast, le pitch d'Enovacom. Alors, Enovacom, en 2002, ça démarre avec un cas précis où en fait, c'est l'établissement français du sang qui nous demande de signer, de crypter des données entre un hôpital et l'établissement français du sang. Donc voilà, Enovacom est un petit peu parti de là. Et donc, on a fait tout le tour des hôpitaux de la région, puisque les établissements français du sang avant étaient très régionalisés. Et donc, on a commencé à Marseille, en PACA. Et c'est comme ça que Enovacom est né. Et on a commencé donc à permettre, justement, on a réutilisé notre savoir-faire de l'ancienne boîte de diagnostic en disant on sait crypter des données, on sait signer des mails. Et donc, on sait envoyer de manière sécurisée
des produits, des fichiers de traçabilité des produits sanguins entre un hôpital quand il reçoit une poche de sang et l'usage qu'il en fait pour le renvoyer à l'établissement français du sang, puisque c'était la fameuse époque du sang contaminé. Et Novacom est parti de là. On a commencé à rencontrer les hôpitaux. Les hôpitaux nous ont dit qu'ils avaient d'autres besoins d'échange, pas qu'avec l'établissement français du sang, mais aussi avec l'assurance maladie, avec le trésor public, avec des laboratoires, etc. etc. D'accord. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on a à peu près une trentaine de connecteurs entre l'hôpital et des partenaires externes. D'accord. Donc ça, ça s'est construit. C'est vraiment parti de la Novacom. Après, on a eu un premier virage en 2007-2008. Donc, comme disait Laurent, on a toujours été rentable. D'accord. C'est toujours autofinancé. Dès le début, dès le début. Cool. Et on a répondu encore une fois à une demande client qui nous a dit c'est bien, vous envoyez des fichiers vers l'extérieur, mais j'ai plein d'échanges à faire à l'intérieur de l'hôpital. Quand Laurent a donné l'exemple de l'interopérabilité entre le rez-de-chaussée et le 4e étage, donc est-ce que vous pouvez nous aider sur cette partie-là et faire dialoguer nos applications entre elles et donc voilà, donc ça c'est le virage de l'interop qu'on a pris vers 2007-2008. Pour se développer, on a fait appel à des investisseurs. On a fait un premier tour de table en 2009-2010 pour vraiment... parce que là, on était vraiment en conquête de marché et on n'arrivait même plus à suivre. On a rencontré notre premier gros succès sur cette période de 2009-2010. Et ensuite, après, donc on s'est... C'est un bien grand mot, mais on a commencé à marquer le marché sur ce sujet interop où on commençait à être connu, reconnu et presque incontournable. Donc voilà, notre premier succès est arrivé à ce moment-là. D'accord. C'est vrai que c'est intéressant parce que la plupart des startups pivotent face à la contrainte et vous avez pivoté face à l'opportunité. Donc il y en a des fois ils trouvent pas leur marché, donc ils ont envie de changer, ils vont tenter autre chose. Et puis vous, finalement, on vous a proposé encore quelque chose de mieux et vous saviez le faire et c'était parti quoi. Oui, c'est justement ça répond à un des principaux challenges des sociétés, des startups, c'est quand il y a un premier succès, on croit que le deuxième va venir très facilement et on se dit que ça va se faire tout seul. C'est souvent là qu'il y a des gros soucis. Avec les deuxièmes produits, les deuxièmes offres. Et là, on a eu la chance d'avoir cette deuxième offre, ce deuxième finalement souffle, deuxième souffle, qui nous a permis d'encore continuer à croître. Mais c'est vrai que très souvent, ça pose un vrai problème parce qu'on a le sentiment que parce qu'on a eu un succès quelquefois, parce que des planètes s'alignent, que ça va se faire tout seul pour les suivants. Peut-être la même question que tout à l'heure avec la peur. C'est toujours un bien grand mot, mais est-ce que quand vous avez fait ce pivot, vous êtes quand même posé des questions ? Plutôt si je devais poser la question de manière plus intelligente, est-ce que vous aviez suffisamment étudié le marché de l'interop pour vous dire, ok, finalement ici, il y a une opportunité qui est énorme. Du coup, est-ce que vous avez eu peur de faire ce changement, de faire ce switch ? Pas tant que ça. Alors, il y a toujours une zone d'incertitude forcément, mais pas tant que ça parce que on était quand même sur le marché depuis quelques années et on avait donc plusieurs partenaires, éditeurs qui nous remontaient tous la même chose en disant on a des problèmes d'interop, nous, et on a du mal à communiquer avec les autres applications. Donc voilà, ça nous a quand même... on savait qu'on répondait à un vrai besoin, le besoin du client, mais aussi des éditeurs qui étaient sur le marché et qui passaient beaucoup de temps au support pour régler ces problèmes d'interop. Et comment on engage l'équipe dans un changement de voie ? C'est une question qui peut être intéressante justement pour des entrepreneurs qui pivotent. Comment vous leur dites du jour au lendemain ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais... Alors, je trouve que dans ce cas-là, c'était pas forcément un changement de voie quand même. C'est pas un pivot, parce que c'est plus un prolongement finalement d'une première offre, puisque là, ce que Renaud expliquait, c'est qu'on a aidé les établissements à maîtriser leur flux d'informations vers l'extérieur. D'accord. Et le coup d'après, c'était on a aussi aidé les établissements à maîtriser leur flux à l'intérieur. Après, on a eu l'occasion aussi de lancer d'autres offres, et là aussi, on est dans une nouvelle phase chez Novacom où on va plus travailler sur les usages. D'accord. Et là, c'est un vrai challenge aussi pour nous, c'est qu'on passe d'une posture finalement de technicien avec des produits plutôt socles à une posture
bien sûr, on continue à faire ça, mais on va s'appuyer sur ça pour travailler sur des usages. D'accord. Et là, c'est un vrai challenge, et justement, c'est une vraie question qu'on se pose, c'est comment accélérer ce passage pour les équipes de la posture du technicien à la posture de je rends service dans le cadre d'un usage métier. Quand tu dis usage, c'est vrai que j'ai du mal peut-être à me représenter. De quoi tu parles? De développer une application pour un tiers Alors, c'est vrai que nous, on est la partie invisible de l'iceberg, si on prend nos produits socles. Dans les nouvelles offres que l'on sort, nos offres vont être visibles du médecin, visibles du personnel hospitalier, visibles, voilà. Donc une interface, un logiciel. Exactement. Ok, Exactement. Directement, ça c'est fort ça. Tu disais tout à l'heure, Renaud, que vous avez 30 connecteurs. Toujours pareil, est-ce que vous pouvez donner des exemples? Et après, on va parler un petit peu chiffres. Vous êtes déployé dans combien de pays dans le monde? Combien de clients vous avez? Des exemples de connecteurs, il y en a assez représentatifs. Par exemple, aujourd'hui, on est capable, si je vais dans un laboratoire d'analyse d'un hôpital, que mon médecin traitant reçoive mon résultat d'analyse directement. D'accord. Voilà. Ça, c'est un exemple assez simple. Donc, je vais dans l'hôpital, je suis identifié, mon analyse est réalisée et elle est transmise à moi, au médecin traitant et bien sûr au dossier patient informatisé de l'hôpital. D'accord. Ouais, après, quand tu parles de connecteurs, je pense que Renaud peut parler d'usage, c'est-à-dire il y a 30 usages, une trentaine d'usages de l'hôpital vers l'extérieur. Après, des connecteurs réellement à l'intérieur de l'hôpital, et il y en a plusieurs milliers. D'accord, voilà. C'était ma question. 30, il parlait plutôt d'usage et de process métier de l'hôpital vers ses partenaires. D'accord. Voilà. Donc c'est pareil, à chaque fois, ces nouveaux usages, ils viennent de demandes clients. Exactement. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque de perdre le focus quand on a autant d'usages? Quand on a 30 usages par rapport à un usage précis, est-ce que vous pouvez répliquer finalement votre modèle assez facilement et donc du coup il n'y a pas trop de perte de focus? Comment ça se passe un petit peu en interne? On reste sur le même sujet quand même. D'accord. Puis on a développé le logiciel pour justement n'avoir plus qu'à paramétrer ces nouveaux usages. Okay, c'était ma question. Okay. Voilà, on l'a pensé dès le début comme ça en disant ça c'est fort. Quel que soit le flux, voilà, contrairement à j'en parlerai pas, contrairement à d'autres où on avait prévu la plateforme complètement transverse en disant on sera capable à terme de gérer n'importe quel type de processus d'usage. Et quand j'emploie le mot connecteur, c'est une déformation professionnelle parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en interne. Mais oui, en effet. Ça c'est fort, du coup vous avez quand même eu ce côté un peu visionnaire finalement au début, quoi. Parce qu'il y en a plein, des boîtes, ils vont foncer tête baissée, ils vont pas penser à construire la base pour du coup derrière pouvoir répliquer le modèle. Tout à fait, non, mais là-dessus on a eu le nez fin. Il y en a qui ne font que des envois de résultats, de dossiers médicaux. Pareil. Attention, je ne sais pas si je les ai eu sur le podcast, je crois pas, mais ok, très clair. Et donc justement au côté réussite, parce que vous êtes l'une pour l'instant des rares startups, c'est vrai que j'ai échangé avec beaucoup de startups françaises ou qui commencent à scale up. Vous êtes déployés, vous êtes internationaux. Vous êtes déployés dans combien de pays maintenant? Une dizaine de pays, à peu près. Une dizaine de pays. Au Canada, au Royaume-Uni, en Suisse, Belgique, en Norvège, dans les Nordiques. Finlande, pardon. Voilà, grosso modo une dizaine de pays. Alors, c'est l'Allemagne aussi. L'Allemagne. Ça reste à peu près 10% de notre activité. On est aussi là encore un peu sur notre fin, parce qu'on s'est rendu compte que le marché de la santé internationale, c'est pas comme le marché de l'énergie ou de la finance, c'est pas un marché international, c'est un marché plutôt régional, plutôt on va dire multinational. Et donc c'est assez difficile de percer. C'est un travail au long cours. D'accord. Ça c'est pareil, c'est que des questions d'opportunité quand vous bossez à l'international, ou est-ce que vous allez ouvrir une zone géographique et on a pris le parti d'ouvrir des zones. D'accord. Depuis 2015. Le fait qu'on ait intégré le groupe Orange modifie un petit peu aussi notre angle de vue, où on peut fonctionner plus à l'opportunité, puisque Orange est présent dans plein de pays. Mais voilà, on a démarré par zone et on a démarré par le Canada et l'Angleterre. D'accord. Au début. Ok, très très clair. On a d'ailleurs un très beau succès au Canada, où on équipe l'ensemble des hôpitaux québécois.
Mais ce que je voyais, c'est comment s'appelle l'entreprise avec laquelle vous avez fait un partenariat? Au Canada, Au Canada, ouais. Perkinge. Ok, très clair. Bon, du coup, tu m'as spoilé un petit peu, tu me permets de faire la transition automatique avec Orange, parce que c'est vrai que là, c'est the gros sujet. Donc, vous avez été racheté par Orange, si je dis pas de bêtises. Comment ça s'est passé? Très bien. Très bien. Très bien. On est là. Les premiers contacts ont eu lieu. Et ensuite, après, je vais vous poser la question de la formalisation et des petites questions bonus derrière. En fait, Orange Healthcare, donc Orange a créé une première entité Orange Healthcare en 2016. D'accord. En avril 2016, et je pense qu'un an après, ils nous ont contactés. Donc ça devait être en avril, mai 2017. On a eu un été compliqué, puisqu'il a fallu qu'on fasse le choix. Ouais. De se dire est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas. On n'était pas demandeur en première intention. Et donc la vente s'est réalisée le 21 février 2018. D'accord. Donc après, il y a eu pas mal de... Bon, après, ça prend toujours du temps en termes de process, etc. Mais voilà, donc depuis 2018, on est dans le groupe Orange. Et donc, ça va faire bientôt 5 ans, en février prochain. Très intéressant que tu dises que c'est eux qui sont venus toquer à la porte pour vous solliciter. Donc, vous avez eu cette phase de réflexion. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête durant cette phase de réflexion et qu'est-ce qui vous a fait donner la décision finale? Et puis, vous n'hésitez pas à être transparent aussi. Ça se trouve, ça peut être pécunier, mais voilà, qu'est-ce qui vous a décidé à... Alors, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait déjà fait un deuxième tour avec des investisseurs en 2014. D'accord. Et ces investisseurs avaient eu la bonne idée de nous dire citez-nous, dès 2014, 5 sociétés par qui vous aimeriez bien être acheté. D'accord. Et Orange faisait partie de ces 5 sociétés. On travaillait avec Orange déjà. Ouais, déjà. On travaillait avec Orange, on avait fait quelques projets avec eux. Et on voyait le mode de fonctionnement. La décision, ça a été que ce ne soit pas un concurrent, que ce ne soit pas une entreprise étrangère qui va un petit peu tout formater à sa sauce. Voilà, ça c'était important pour nous et qui est de la bienveillance. Et ça se vérifie encore aujourd'hui. C'est tout à fait, c'était nos principales attentes. Et comme je le disais au début, c'est une aventure humaine. Et donc, on voulait que tous les gens que l'on a embarqués dans cette aventure restent avec nous, soient bien dorlotés et que ce soit pas un carnage derrière pour des questions de mutualisation, de coûts, de rationalisation. D'accord, très clair. Après, le projet industriel, il était clair aussi. C'est Orange qui était plutôt vu comme un acteur des télécoms avec des infrastructures très matérielles et un positionnement sur le marché, en tout cas sur le secteur santé, beaucoup sur les réseaux, sur les infras. Et nous, on était un peu la couche du dessus avec nos solutions d'interop et nos socles logiciels. D'accord. Donc ça, c'était assez clair. Et avec une volonté d'aller plus loin et dans les usages. Voilà, donc ensuite Orange, c'est un groupe qui nous donnait aussi l'impression d'être très innovant, avec un gros potentiel, un peu la belle endormie, qui a aussi besoin de travailler sur des nouveaux usages, sur des verticaux. Et le challenge nous a bien plu. Voilà. C'est ce qui fait qu'on est aussi encore chez Orange et qu'on relève ce challenge tous les jours. Très intéressant. C'est une référence en France. Oui, bah oui, forcément. Même si on m'appelle tous les matins pour me dire que leurs Livebox sont en panne, j'ai des amis qui voilà, pour moi, enfin en tout cas pour moi, c'est une référence. Cette société est une référence en France et c'est une boîte française connue et reconnue. Laurent vient de dire quelque chose de très intéressant, c'est que donc vous continuez à travailler chez Enovacom, vous êtes encore à la tête de Enovacom. Une question très provocatrice. Est-ce que vous n'avez pas eu envie à un moment de vendre complètement, de partir aux Bahamas, les pieds en éventail, au soleil? Alors, pour être très clair, c'est vrai que lorsqu'on a vendu le projet, c'était pas forcément de rester 10 ans. D'accord. C'était d'accompagner les choses du mieux possible pour que ça se passe bien pour les collaborateurs, pour que faire un service après-vente Oui, classique. clair.
Après, c'est vrai que là, le projet qui est proposé, et notamment la confiance qui nous est faite pour le mener, nous donne envie de le mener au bout. Voilà. D'accord. Ça, c'est clairement le cas. Il n'y a plus rien qui nous lie d'un point de vue contractuel suite à la vente sur ces sujets-là. Si on est là, c'est parce que ça nous plaît. Oui. Non, mais ça, c'est vrai que c'est très clair au moins. C'est une question que je me posais, mais bon, j'avais un peu un début de réponse sûrement. Oui, puis on a aussi, enfin, en tout cas pour ma part, de qualité ou défaut. Mais déjà, pas mal d'orgueil. Donc, on avait vendu un BP à Orange et mon amour-propre fait que j'ai envie de le tenir et de faire en sorte de leur dire on vous a pas lésé. D'accord. Et puis aussi les équipes qui nous ont fait confiance. Donc voilà, ça me semble là aussi complètement naturel de les accompagner, comme disait Laurent, dans les meilleures conditions. Et comme il l'a dit, aujourd'hui, on vit des projets super intéressants. Le groupe nous fait confiance, donc voilà, tous les voyants sont au vert et on se fait plaisir. On trouve toujours des challenges perso qu'on arrive à mener. Et si on est dans ces locaux ici, Orange y a participé grandement. Et ce sont des choses qu'on n'aurait jamais pu faire et Novacom en standalone. Ouais, complètement. Donc Orange aujourd'hui nous ouvre des perspectives, des capacités d'investissement qu'on n'aurait jamais pu faire tout seul. Donc ça aussi, c'est intéressant de le vivre pour nous d'un point de vue perso. Et une question, justement en parlant de perso, est-ce que c'est une question qui se prend avec la famille? Donc je ne sais pas si vous avez une famille, mais est-ce que c'est une question qui se prend parce que forcément la vie d'entrepreneur elle est extrêmement prenante et je peux parler avec des entrepreneurs où justement ils avaient ces discussions-là avec leur femme, mari, etc. parce que c'était trop prenant, quoi. Donc il y avait la décision au moment d'arrêter ou pas, quoi. Donc pareil, est-ce que vous, c'est quelque chose, c'est des discussions que vous avez pu avoir et Bien sûr. Une famille, des enfants, donc déjà on peut s'arrêter de travailler quand on a des enfants qui vont à l'école. Je pense que c'est compliqué. En tout cas pour moi, c'est pas ma vision de l'éducation. Et puis je pense que ma femme m'a dit si tu arrêtes de travailler, on va divorcer. Donc continue à amener des projets. Moi, c'est le contraire. Si tu travailles trop, on va divorcer. Donc, finalement, on se complète. Ok. Non, mais c'est évidemment une question familiale, je pense aussi. Et même dans la stratégie de l'entreprise, on en parle assez rarement, mais la stratégie d'une entreprise, c'est avant tout la stratégie des actionnaires. Et encore plus vrai quand l'entreprise est petite. Donc, si l'actionnaire a des envies de partir à l'international perso, peut-être que l'entreprise va partir à l'international et un des actionnaires va vivre à New York pendant 2 ans. Okay. Ou la femme de l'actionnaire. La femme de l'actionnaire. Voilà. Est-ce que si l'actionnaire ou le fondateur il veut faire de la politique, peut-être qu'il va positionner son entreprise pour être visible. Voilà. Donc c'est le sujet de l'ambition personnelle et de la stratégie personnelle de l'actionnaire est hyper important par rapport à la stratégie de l'entreprise. Complètement lié, ouais. Est-ce que la charge de travail, c'est la même avant Orange, après Orange? Est-ce qu'avant, il y a plutôt un côté un peu foufou, on bosse 7 jours sur 7 et puis on passe chez Orange et du coup, maintenant, c'est plus structuré, on est dirigeant d'entreprise? Je pense que je travaille plus maintenant. C'est vrai? Ouais. Ok. Ça, c'est intéressant. Ça se travaille différemment, en fait. C'est plus les mêmes stress, c'est plus les mêmes missions, en fait, tout simplement. Après, on s'était aussi fixé parce qu'au début, quand on lançait Novacom en 2002, comme l'a dit Laurent, pas de contraintes, moins de contraintes que maintenant. Ouais. On s'est après fixé au fur et à mesure des contraintes en disant justement on arrête de bosser jour, nuit, week-end, parce qu'on n'est plus tout seul. Donc c'était déjà entre guillemets préétabli, donc on travaille pas moins, pas plus. C'est juste, en tout cas en ce qui me concerne, des missions différentes et un enjeu différent, mais la charge est à peu près identique. Ok, très clair. Laurent travaille beaucoup moins que moi, mais c'est vrai. Ça, on va commencer à mettre des petits tacles discrètement. On va rien dire. Et comme je travaille plus vite, c'est... Ah. Ok, là tout de suite. Là. La réponse est immédiate. Une autre question qui me paraît importante, ou plutôt même une remarque. On sait qu'il y a beaucoup de boîtes qui se sont fait absorber par des grands groupes et puis qui ont disparu. Et du coup, sans flatter, c'est assez incroyable que du coup, vous existiez encore et vous avez une vraie identité encore. Il y a une vraie identité Novacom.
comment ça se fait? Est-ce que c'est une volonté uniquement d'Orange? Est-ce que c'est une volonté, vous, de garder votre identité? Ma question elle est peut-être mal posée, elle est peut-être pas claire, mais du coup, comment ça se passe en fait? Je sais pas si vous arrivez à cerner ce que je veux dire, mais... Je pense que c'est un peu les deux là. Pour le coup, c'est un peu les deux. C'est d'une part les équipes, je pense que c'est d'Enovacom, là c'est vraiment pas que nous, c'est toutes les équipes ont montré qu'ils avaient vraiment un vrai savoir-faire, une vraie identité et une envie aussi de pas non plus être entre guillemets dissous dans le groupe. Et je pense que le groupe aussi a peut-être suite à des expériences passées peut-être plus difficiles, a compris qu'il fallait surtout pas casser le jouet. Voilà. D'accord. Et donc, je pense qu'il y a un bon équilibre qui s'établit là entre nous, la fierté d'appartenir à ce grand groupe pour plein de raisons, et aussi l'envie de garder un petit peu notre spécificité santé, parce que le métier de la santé, c'est pas non plus le métier de la banque ou de la finance. Le métier de la santé, c'est un métier quand même à part. Et donc, il faut qu'on garde cette spécificité. Et le fait qu'on soit ici à Future for Care, déjà, c'est un bel exemple. Ça montre que voilà, on n'est pas dans les bureaux de la Défense, on est, pour nos bureaux parisiens, on est chez Future for Care. Est-ce que vous dites, excusez-moi, je t'ai coupé, Renaud? Non, c'est juste, c'est exactement ce que disait Laurent, et ça avait été aussi les engagements du groupe en 2018. Et ils ont tenu leur engagement. Donc oui, parce que des fois, c'est vrai qu'on peut ne pas les tenir. Il y a beaucoup d'histoires qui se passent entre-temps. C'est un changement de dirigeants. Donc voilà. Donc, ils ont tenu leurs engagements. Et ça aussi, je pense que ça valait le coup de le noter. Est-ce que Orange et Healthcare, ça existe encore, ou est-ce que finalement Enovacom, c'est Orange et Healthcare aujourd'hui? Oui, alors Enovacom a quelque part fusionné avec Orange Healthcare. D'accord. Et maintenant, donc, c'est Enovacom qui porte le sujet de la santé digitale, en tout cas pour le B2B. D'accord. Pour le groupe. Donc c'est vrai que c'est finalement une belle suite pour cette acquisition, puisque ça montre que le véhicule finalement d'innovation et de croissance sur la santé reste Enovacom. D'accord. Et c'est aussi un véhicule qui va aussi nous servir pour faire de la croissance externe. D'accord, ok, très clair. En parlant de croissance, donc que ce soit Orange ou Enovacom, il me semble avoir lu ce matin, ou je ne sais plus quand, que Orange s'intéressait à l'IoT et qu'avec l'IoT, il voulait devenir top 3 santé digitale dans le monde. Est-ce que vous avez un mot à dire là-dessus? Comment l'IoT, ça pourrait s'inscrire dans ce que vous faites? C'est peut-être pas top 3 dans le monde, c'est peut-être top 3 en France. En France. Okay. C'est français. Ok, c'était français du coup. Voilà, okay. Pourquoi pas dans le monde plus tard, hein, ça arrivera après. Exactement. Du coup, l'IoT, est-ce que vous l'avez intégré? Est-ce que vous travaillez sur ces thématiques-là? Oui, alors l'IoT, c'est un sujet où c'est un peu pareil, hein, il faut trouver des cas d'usage. C'est-à-dire que voilà, l'IoT en soi, c'est une technologie. Et donc, au-delà de la technologie, il faut trouver des usages. Et je pense que la santé peut amener plein d'usages pour l'IoT. Voilà, donc, on travaille évidemment avec la BU qui gère et qui travaille sur l'IoT pour justement notamment intégrer dans nos solutions, en particulier solutions de télémédecine, des sujets IoT. D'accord, très clair. Je vais vous poser encore deux petites questions sur Enovacom avant de partir sur une dernière partie plutôt un peu plus légère. Quel est le plus gros défi que vous avez relevé avec Enovacom jusqu'à aujourd'hui et comment vous l'avez résolu? Plutôt, quel est le plus gros problème et comment vous l'avez résolu? Alors, de mon point de vue, alors c'est peut-être pas le plus gros problème, mais ça fait partie des problèmes latents qu'on vit encore aujourd'hui. C'est de bien s'entourer, d'avoir les bonnes équipes, de recruter, de former, de garder les gens. C'est toujours aussi dur aujourd'hui de faire ça? Ouais, voire ça l'est encore plus même aujourd'hui. Et encore une fois, c'est pour juste refaire une petite parenthèse sur la partie entrepreneuriat, je pense que une des forces d'un bon entrepreneur, c'est d'être bien entouré, d'avoir des gens qui sont dans l'aventure à 100%. Et ça aujourd'hui, voilà, c'est un vrai sujet de trouver les bons profils. On est dans le secteur de la santé, on est dans le secteur de la santé, de la e-santé. Donc, on est vraiment dans un secteur de niche. Donc, il y a une vraie barrière à l'entrée. Les gens qui sont même ingénieurs sont plus généralistes. Donc, voilà, il faut les former, ça prend du temps. Il faut trouver les bonnes personnes et après les garder. Et il y a eu pas mal de turnover sur ces dernières années qui nous ont généré pas mal de sujets, de soucis et de freins dans notre développement
à cause de ça. D'accord. Mm. Même constat de ton côté, Laurent? Oui, c'est sûr qu'il y a l'aspect, je pense, people qui est primordial. Après, sur l'aspect produit, on en parlait, c'est trouver le second souffle, le troisième souffle. Troisième souffle, Voilà. ouais. Au-delà de Voilà, ça va être l'usage de ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. du premier succès, il faut trouver le deuxième succès et c'est pas automatique. Hein. D'accord. Voilà. Oui, en fait, ça c'est très intéressant parce que il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, une fois qu'ils ont réussi une fois, pensent avoir trouvé un petit peu la sauce secrète. Et ce que tu dis, c'est que finalement, la sauce secrète, elle n'existe pas forcément, quoi. Je pense pas, ouais, tout à fait. Parce que quand on réussit, il faut être minimum humble, je pense, et qu'il y a un facteur chance qui est primordial. Ça, c'est très intéressant, ça. Et qui, à un moment donné, les planètes s'alignent aussi. Voilà. Donc, il ne faut pas croire qu'elles vont tout le temps s'aligner. Il faut faire en sorte qu'elles s'alignent. Il faut comprendre pourquoi est-ce qu'elles se sont alignées. Et pour reproduire ça, voilà, quelquefois, on se croit trop fort, on lance un produit en dépensant beaucoup sur un nouveau sujet, et puis on peut se casser les dents. D'accord, très clair. Et la question jumelle de cette question, quelle est votre plus grande fierté avec Innovacom? Plus grande fierté, c'est vraiment quand on regarde les gens qui sont passés chez nous et les expériences et les aventures qu'on a vécues ensemble. Ça, c'est une vraie fierté. C'est parce que les gens qui sont passés chez nous reviennent nous voir, parlent de deals gagnés, d'aventures, de produits lancés. Ça, je pense que l'aventure humaine, c'est peut-être la plus grande fierté que l'aspect purement financier. D'accord. Pareil pour toi, Renaud. Je confirme, ouais. On a des collaborateurs qui sont partis, qui sont même revenus. Voilà, c'est un sujet, enfin en tout cas c'est un axe super important pour nous, au-delà bien sûr des clients, des produits qui sont très très importants, et l'aspect financier, mais voilà, cette aventure humaine, je pense que et je pense que c'est en grande partie grâce à tout le monde et pas grâce à nous qu'Innovacom en est là aujourd'hui. D'accord, très clair. Après, si on parle business et succès commerciaux, il y a quelques sujets. L'appel d'offres au Québec qu'on a gagné contre des concurrents nord-américains. Donc ça, c'est une belle fierté personnelle. Il y a CIDEP aussi. Le projet CIDEP, effectivement, où on a accompagné donc le gouvernement dans la lutte contre l'épidémie de Covid. D'accord. Il y a aussi le fait qu'on soit un acteur de référence sur le sujet de l'interopérabilité et de la maîtrise des flux d'informations sur la France. Donc ça, c'est aussi une fierté. Voilà. Et la petite reconnaissance d'Innovacom sur le secteur. Complètement. Comment on fête une réussite ? De différentes façons. Comment on la célèbre ? Parce que du coup, je sais plus, il y a une phrase qui dit qu'il faut célébrer toutes les réussites, et c'est important justement pour fédérer une équipe. Bien sûr. Donc comment on célèbre une réussite ? En général, ça se fait au champagne. Champagne, voilà, c'est ce que j'allais dire. Il y a plusieurs graduations, mais ça peut commencer au champagne. C'est fini à la vodka, on dira rien. Ou alors en séminaire, on l'a fait aussi. Okay. On aime bien aussi. Des séminaires, d'accord. Ouais, on aime bien quand il y a vraiment quelque chose à fêter. Alors on l'a fait pour les 10 ans d'Innovacom. On va le faire pour les 20 ans l'année prochaine. Voilà, un certain seuil de chiffre d'affaires, une certaine à l'international, en France. Voilà, on essaie de se mettre des challenges perso comme ça, en disant si on arrive à ça, on partira. Alors ça va entre l'île du Frioul et Ibiza, mais voilà, on gradue en fonction du succès. Okay. C'est vrai qu'une année, on s'était mis un challenge qu'on pensait pas trop atteindre, mais qu'on a atteint finalement. Et donc, on est tous partis à Marrakech pour fêter le seuil de chiffre d'affaires, voilà, par exemple. Ça, on avait fait ça il y a une dizaine d'années, même pas. Ça m'emmène, en fait, vous me faites la transition. Il faut vraiment que je vous embauche sur le podcast parce que vous me faites les transitions impeccables. Et justement, cette dernière partie, c'est un peu une partie conseil, une partie un peu plus légère, peut-être encore 10 minutes. Comment vous faites pour fédérer vos équipes ? Ça, c'est vraiment, du coup, voilà, question typique des entrepreneurs qui pourraient se poser quand ça commence à grossir. Vous êtes combien d'ailleurs aujourd'hui chez Innovacom ? 275. Ouais. 275, c'est énorme à mes yeux. Comment on fédère une équipe avec autant de personnes ? Déjà, on s'entoure bien. Donc déjà, il y a un sujet dont on a parlé dans les challenges, peut-être, c'est au sujet du people, c'est d'insuffler la culture de l'entreprise. Ça va être un peu le ciment et le dénominateur commun, finalement, avec tout le monde. Donc, alors nous, on est dans un grand groupe qui a déjà une forte culture.
Et on a aussi une petite culture au niveau des Novacom, de par nos spécificités. Donc cette culture, je pense qu'elle aide aussi à intégrer, à créer ce collectif. Et après, je pense que c'est un travail du quotidien et qui est de plus en plus difficile d'ailleurs avec les nouveaux modes de travail à distance. Et on a besoin aussi de s'adapter et de faire évoluer nos organisations et nos modes de communication interne. Ça vous chamboule vraiment ce passage au télétravail? Parce qu'on est... Non, il n'y avait aucun... Oui, non. C'est pas parce forcément, que... Forcément, ça change le mode de management, ça change, mais c'est le mode de vie, en fait, j'ai envie de dire, de tous les collaborateurs aujourd'hui. Donc, c'est à nous de nous adapter et pas à eux de le faire. C'est vrai qu'on est assez tactile dans le sud, donc on aime bien voir les gens, bien avoir du lien social avec les gens, plus que par Teams. C'est important pour nous aussi. Et pour compléter ce qu'a dit Laurent, je pense que c'est justement, c'est encore plus accentué le fait qu'on soit plus à distance, c'est d'être à l'écoute des gens. Donc comment on embarque les gens, c'est de les aider quand on peut et d'être à leur écoute surtout, voilà, et de ne pas laisser passer un signal faible qui peut nous coûter cher par la suite. Voilà. Ça peut être très pertinent. Est-ce qu'on peut construire une aussi grosse boîte que Innovacom aujourd'hui en full télétravail? Non. Non, mais vraiment, il y a un vrai débat. En fait, il y a un débat et culturel et générationnel là-dessus, parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui qui vous diront le contraire, sûrement. Je pense que ça dépend de la culture de l'entreprise. C'est vraiment... et donc de la culture des dirigeants et donc de l'équipe qui va entourer le dirigeant. Donc je pense que je pense que oui, mais peut-être pas avec nous. D'accord, ok, pas pour Innovacom. Pour Innovacom, il y a quand même besoin de... Ok. Non, mais c'est hyper intéressant, il y a des vrais débats là-dessus et je pense qu'il n'y a pas de réponse tranchée, soit noir ou blanc, quoi. Allez, encore quelques petites questions pour vous. Comment vous faites pour vous détendre sur votre temps libre? Est-ce que vous lisez? Est-ce que vous avez une activité? Qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que vous conseillez aussi quelque chose aux entrepreneurs qui peuvent nous écouter? Oui, il faut absolument prendre du temps pour soi. C'est super important. Je pense que... Donc moi, je me drogue pour me détendre. Couper. On va prendre ça, voilà. Typiquement, avec la culture d'Internet, on prend juste ce passage-là et puis là, c'est fini. Non, je pense que je suis pas trop... Enfin, moi, c'est le sport. D'accord. C'est le sport. Tu fais quoi comme sport? Du VTT, du tennis, du golf. Ok, tennis. Tu t'es classé un petit peu ou pas? Oui, alors j'étais bien classé, mais je joue toujours. Je suis 15-4. Ok, très bien. Donc je continue à me faire plaisir. C'est de plus en plus compliqué. Mais voilà, c'est des moments pour soi, des moments en famille, des moments avec des amis. Voilà, je pense qu'il faut être... c'est un peu comme ce que disait Laurent tout à l'heure dans l'entreprise, c'est que tout est une question d'équilibre. Donc si on arrive à équilibrer sa vie perso, sa vie pro, ses amis, sa famille... du temps pour soi, voilà, ça permet de... En tout cas, c'est ma philosophie de vie, garder cet équilibre en permanence. Et ton équilibre, comment tu le gardes, toi? Oui, c'est aussi le sport. Je pense que le sport, l'activité aussi en tout genre, la voile. La voile, ok. Effectivement, de passer du temps aussi avec la famille. Okay. La famille et les gens qu'on aime autour. Okay. Donc ça peut être aussi des amis. Est-ce qu'il y a un monde dans lequel il y aura une croisière Innovacom et où tu seras... le capitaine du navire? Bon, tu as déjà le capitaine du navire Innovacom, mais est-ce qu'il y a un monde où tu emmènes tout Innovacom en croisière? Je suis pas sûr que tout le monde ait le pied marin. Petite épidémie de mal de mer. Et d'ailleurs, on a un des fondateurs donc, de l'entreprise qu'on a racheté récemment, donc, qui s'appelle Exelus, solution ça, je savais pas, nomadique. Qui, oui, je sais, en plus. Voilà, qui est médecin, donc urgentiste, et qui, lui, tous les étés, part faire médecin urgentiste sur le Ponant. Ok. Voilà, donc il part de 2 mois, il fait le médecin de bord. Ok, trop bien. C'est pas mal aussi comme... Alors forcément, je suis désolé, je sais pas si vous avez encore 5 minutes, mais là, tu m'as tendu une perche que j'avais complètement oubliée. Donc, je vais poser juste une question là-dessus. Qu'est-ce que ça fait de passer de l'autre côté de la barrière et de racheter une boîte? Je trouve que c'est vachement bien parce qu'on arrive à se mettre à la place du fondateur qui se fait racheter. D'accord. Et je pense que ça crée une relation de confiance très vite entre nous et lui.
Et voilà, le fait de comprendre certains sujets, quelquefois qui sont sensibles, qui sont très personnels, ça permet aussi d'établir une bonne relation et de ne pas se sentir le tout-puissant qui rachète, quoi. D'accord. Et voilà, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant comme expérience. En tout cas, on n'oublie rien. Enfin, Ouais. il y a des sujets qui pourraient sembler, pour quelqu'un qui n'était pas de l'autre côté, qui pourraient sembler complètement anodins, qui sont importants pour le fondateur, pour ses équipes. Enfin, ça peut être tout et n'importe quoi. Et donc ça, on le ressent et en tout cas on y pense. Donc voilà, je dis pas que on va pas réussir toutes nos croissances externes, loin de là, mais en tout cas on fera pas de grosses erreurs. D'accord. Ok. Bon, ça nécessiterait presque un épisode entier dédié à la croissance externe, donc on pourra refaire un épisode. Je reviens encore avec mes 2 dernières questions. Est-ce que vous avez un hack de productivité? Un hack productivité. Ouais, un hack productivité. Excuse-moi, je comprends pas. Non, mais le hack. Ah oui. On n'a pas le même âge en fait. Je pense qu'il y a une petite différence d'âge. Non, c'est vrai que je suis trop habitué au podcast américain. Non, un hack, un tip, c'est quelque chose qui. Le hack, hacker, du verbe hacker, de réussir à pirater un peu votre productivité qui vous rend ultra productif. Donc, un hack, un tip, une astuce. Je reprendrai pas l'expression de Renaud de tout à l'heure, mais productivité, non, je pense qu'il faut faut que les gens qui se mettent au travail comprennent pourquoi ils le font, quoi, en fait, tout simplement. Okay. Je prends l'exemple de SIDEP. En pleine crise Covid, on n'a pas eu besoin de piloter la productivité des gens. Les gens, ils savaient quel était l'enjeu, ils savaient quelle était pourquoi ils se levaient le matin, et ça s'est fait tout seul, quoi. Okay. Après, la productivité, c'est vrai qu'il y a un sujet bassement matériel, c'est qu'à la fin du mois, il faut que le bateau flotte, ou à la fin de l'année, et donc il faut absolument que le reste suive. Et même pour vous, en fait, plutôt en personnel, est-ce que vous, il y a des moments de la journée, des astuces qui vous rendent plus productif? C'est de travailler en général le matin au calme, ça rend plus productif. Ouais. D'accord. Et c'est vrai que chose qu'on faisait moins il y a 20 ans, ça arrivait tôt au bureau. Maintenant, je ne sais pas si c'est l'âge, mais au plus on arrive tôt le matin au bureau, au plus quand même on est productif. D'accord. Vous commencez à quelle heure le matin? 8h. 8h, ah oui, c'est vrai que c'est le collège, à l'époque quand on était au collège. Ok. Moi, c'est plus dans des moments comme le TGV, d'ailleurs, où c'est je vrai bosse très très bien. Ouais. Mais j'ai remarqué pareil, moi aussi, j'ai pas trop de wifi, je suis pas trop déconcentré. Exactement, pas de réunion, pas de coup de fil, c'est le bon moment. Et moi, voilà. Mais c'est vrai que le soir tard ou le matin tôt, c'est un peu l'idéal, où on est un peu au calme, on peut prendre un petit peu de recul sur les choses. Ok. Alors c'est vrai, du coup ça me fait penser à un hack de productivité, c'est désactiver tous les mails, c'est-à-dire couper la messagerie, couper Teams, couper tous les canaux finalement de messages qui sont de plus en plus nombreux. On coupe tout ça et là on devient productif. C'est terrible parce que même si j'ai enlevé toutes les notifications de mon téléphone, mais vu que je sais qu'il y a des choses qui sont dessus, du coup je peux pas m'empêcher d'aller dessus, donc il faudrait vraiment que je m'achète un vieux téléphone juste avec une carte SIM. Absolument. Et allez, à la dernière question du podcast, est-ce qu'il y a une question que je vous ai pas posée? Bah oui, non, en fait, ça peut être une bonne question. Voilà, la question elle est bateau, on a dû peut-être déjà vous la poser. Où est-ce que vous voyez dans 10 ans? Alors déjà, où est-ce qu'on se voit en 2025? D'accord, 2025. En 2025, c'est hyper clair, on se voit dans les 3 acteurs français du digital. D'accord. On se voit passer la barre des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. D'accord. Voilà, donc ça c'est déjà une belle ambition. Et on se voit aussi travailler sur 4 grands domaines. Le premier domaine, c'est celui de la confiance autour des données de santé. Deuxième, c'est le sujet de l'échange et du partage. L'échange et du partage entre les professionnels des données de santé. Okay. Le troisième, c'est celui de la valorisation des données de santé et du big data. Et le quatrième, c'est le parcours patient. D'accord. Voilà, donc on est vraiment sur ces 4 gros sujets et on a de fortes ambitions de croissance et ça ne va pas se faire tout seul. On a une croissance organique forte, mais on va faire aussi
pas mal de croissance externe. Ok, ça va être hyper intéressant. Et peut-être juste la dernière, d'un point de vue personnel, pareil, dans Innovacom en 2025, dans Innovacom en 2030, ou sur une île, comme on disait tout à l'heure, peut-être. Il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Ok. Tant qu'on s'éclate, on sera là. Ça, c'est beau. Je pense que c'est le mot de la fin qui est parfait. Tant qu'on s'éclate, on sera là. Vraiment, merci à tous les deux. C'était un super épisode. Je crois que je vois vos téléphones qui commencent à s'activer. On a dépassé un petit peu, donc il doit y avoir des appels importants qui arrivent. Un grand merci à tous les deux. Et puis, au plaisir de voir ce que va donner la fête des 20 ans d'Innovacom. Et puis, on sera là en 2025 aussi pour voir ce que vous êtes devenus. Très bien. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.